Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission spéciale sur Radio Infocité pour commémorer le 56e anniversaire, contrairement à ce qu'annonce l'affiche, c'est bien le 56e anniversaire d'un événement qui a eu lieu le 5 février 1968. C'était un discours mémorable que Daniel Johnson a fait à une réunion constitutionnelle à Ottawa pour expliquer sa position constitutionnelle. C'était une position constitutionnelle assez conséquente, originale et qui avait un potentiel énorme. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je veux dire que c'est que Daniel Johnson est mort. Là, on parlait effectivement, c'est le 5 février que c'est arrivé, cette conférence-là. C'est la date d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. Et sauf que Daniel Johnson est mort le 26 septembre de la même année, donc toute la démarche constitutionnelle a un peu tombé à l'eau. Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir avec Gilles Verrier, notre invité, et qui va nous expliquer un peu le contexte dans lequel ça s'est produit, dans lequel Daniel Johnson a exposé sa position constitutionnelle. Et à ce moment-là, puis deuxièmement, il va nous expliquer la réaction générale par rapport à ça, surtout la réaction de René Lévesque. On va voir comment René Lévesque a réagi à la position de Daniel Johnson. Évidemment, on va voir après, bon, c'était quoi les conséquences après le décès de Daniel Johnson. Il a été remplacé par Jean-Jacques Bertrand, un autre premier ministre qui n'avait peut-être pas tout à fait la même envergure que Daniel Johnson père. Alors, ce soir, ben, on commémore un événement historique. Ben, premièrement, on veut remercier Max Bradette, les gens de l'équipe du Journal du Soir qui ont accepté de décaler, pour nous permettre d'être là ce soir à 8h30. Ils ont accepté de décaler l'émission qui normalement est à 9h, qui va avoir lieu seulement à 9h30. Alors, vous inquiétez pas, le Journal du Soir va avoir lieu tout de même. Alors, pour commémorer un événement historique important, quoi de mieux que de poser un geste historique, d'avoir un événement historique la journée même. Et l'événement historique qu'on a aujourd'hui, c'est le retour de Carl Brochu à Radio Infocité. On n'annonce pas un retour définitif, peut-être qu'on est un certain nombre à travailler là-dessus, là, mais en tout cas, c'est un premier pas. On a Carl Brochu ce soir pour une émission spéciale à Radio Infocité. Je suis sûr que ça va faire plaisir à nos auditeurs réguliers. Alors, est-ce qu'on peut faire monter Carl? Bonjour tout le monde. Bonjour Luc. Salut Carl, ça nous fait plaisir. Les micros de Radio Infocité sont dans un état de fébrilité exceptionnel. Alors, c'est un événement historique. En tout cas, je te remercie d'être là pour c'est un sujet important qu'on va couvrir ce soir avec Gilles Verrier. Je pense les gens aimeraient avoir de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe avec toi, mais on n'aura pas le temps. On t'invitera un autre soir, Carl, bien sûr. Pour venir. Parce que ce qui m'intéresse, Luc, ce soir avec cette émission-là, c'est vraiment moi comme nationaliste fier, indépendantiste. J'ai cru longtemps au projet du Parti québécois, puis tranquillement, à travers mon cheminement, je me suis aperçu que le référendum, c'est devenu quasiment une pathologie chez les nationalistes, c'est-à-dire qu'on associe notre libération au fameux référendum. Puis dernièrement, avec la montée du Parti québécois, je parle avec beaucoup de mes confrères nationalistes qui, eux, semblent associer encore une fois un nouveau référendum à cette montée-là. Quand on fouille un peu l'histoire, on s'aperçoit que Daniel Johnson, et ça, moi, c'est nouveau pour moi. Il y avait d'autres options. Et je voudrais juste mentionner, justement, par rapport à la mort de Daniel Johnson, il y en a qui vont dire, bon, ben, ça tombait drôlement, soit qu'il y en a qui disent, bon, effectivement, il y avait des problèmes cardiaques, mais le fait qu'il y ait ces problèmes-là, alors qu'il était à Manicouagan, il y en a qui disent, c'est pas un hasard, c'était voulu. Puis au Canada, mais malheureusement, on ne saura pas, c'est pas le sujet de l'émission de ce soir, mais on ne saura pas, parce qu'au Canada, les journalistes font pas leur travail, et au
Canada, c'est pas le pays le plus démocratique de l'Occident, le Canada, là, parce que tous les dossiers concernant Octobre 70, tout ça, c'est encore classifié. C'est le seul pays du monde occidental qui déclassifie pas les documents après 30 ans. Donc, on ne saura pas ce qui est arrivé vraiment à Daniel Johnson. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, je voudrais faire monter Daniel Brisson, qui va être aussi co-animateur avec nous. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Merci Ouais, de m'avoir invité. Ben oui. Ben, ça fait plaisir, Daniel. Puis ça fait plaisir. On s'est parlé un peu dans les coulisses, puis tu me disais, tu connaissais pas tellement Daniel Johnson. C'est sûr que moi, je suis plus vieux. J'ai vécu cette époque-là. J'étais jeune en 67, là. Mais on a vécu la visite du général de Gaulle. Ça, c'était tout Daniel Johnson. Alors, je suis content ce soir de mieux faire connaître à un conservateur authentique, de mieux te faire connaître Daniel, l'homme d'État colossal qui était Daniel Johnson. Maintenant, Oui, parce que dans les livres d'histoire, faire une histoire courte, on passait souvent très vite sur sa période. On avait très peu de commentaires positifs. On dirait qu'il a fait ci, ça. On savait que Manic 5, Daniel Johnson, c'était lui, mais pourquoi exactement tout ce qu'il avait fait, c'était passé sous silence. Et donc, c'est que je suis content de participer à cet événement. C'est ça, c'est parce on démonisait Maurice Duplessis et puis Daniel Johnson, on l'oubliait. Fait que c'est tout le conservatisme au Québec était passé à la trappe finalement. Alors on perdra pas plus de temps, on va faire monter notre invité qui a beaucoup de choses à nous raconter, notre ami Gilles Verrier. Est-ce que Bonsoir Gilles. Fait qu'on a toute une équipe, tu as besoin de bien te tenir ce soir. En tout cas, je pense que Gilles a fait une recherche approfondie sur le sujet et je pense que c'est des sujets les positions conservatrices un peu là, de l'Union nationale par rapport au sujet constitutionnel au Québec. Je pense qu'on devrait à Radio Infocité là, approfondir ça dans les prochains mois. Là. Je pense que c'est quelque chose d'important puis c'est pertinent encore aujourd'hui pour mieux comprendre c'est quoi les options qu'on a aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé. Bonsoir Gilles. Bonsoir tout le monde. Je suis face à une très belle équipe, une grosse équipe. Alors, il faut que je me tienne sur mes gardes ou que je sois bien à l'aise. On ne t'appassera pas. OK. Alors, ben oui, je pense que c'est une bonne présentation, Luc. Le fait c'est que lorsque tu veux changer, disons, la constitution d'un pays, puis là, c'est pas la constitution. Il ne faut pas s'embarrasser avec ça. La Constitution, c'est les lois fondamentales d'un pays. C'est-à-dire comment est-ce qu'un pays est gouverné, selon quels principes et selon quelles institutions particulières. Comme au Canada, on a une Chambre des communes, on a 10 provinces, on a un Sénat, on a une Cour suprême. Alors, toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses qui sont arrivées un petit peu par hasard, mais c'est finalement le résultat d'une Constitution qui est la Constitution canadienne, qui avait été d'abord adopté à Londres en 1867 et puis revisé de façon un petit peu mineure de temps en temps, mais qui a connu une refonte plus considérable, on va dire, en 1982, sous l'impulsion de Pierre-Éliott Trudeau, mais c'est quelque chose qui se préparait déjà depuis longtemps. C'est le reflet la Constitution, c'est le reflet d'un rapport de force. Puis au Canada, c'est le reflet d'un rapport de force entre les Canadiens français et puis le conquérant anglais, on peut dire. C'est certain. D'ailleurs, toutes les constitutions, on a connu 5 constitutions. Une constitution sous le régime français, qui est le Conseil souverain. Puis après ça, on a connu 5 constitutions sous le régime britannique. Ça commence par la proclamation royale en 1763, puis ça va jusqu'à la Constitution, jusqu'à la Confédération de 1867. Alors, c'est un rapport de force, en effet, et puis on a toujours constaté l'existence d'un rapport de force dans la Confédération depuis les tout débuts, dans le sens que ça a été signé, on va dire, sous des ambiguïtés, et ces ambiguïtés-là sont manifestes. Et on l'exprime souvent comme ça, des auteurs, des spécialistes, etc. Ils parlent du malentendu, de l'ambiguïté de la Constitution canadienne, etc. Parce que en réalité,
dès les délibérations, les débats parlementaires sur la Confédération qui ont eu lieu au mois de février et mars 1865, 2 ans avant la signature de la Confédération. Lors de ces débats parlementaires-là, il y avait eu des échanges, des promesses, et puis, pour en nommer juste une, disons, on peut passer à travers, là, on a le procès-verbal de ça, c'est à peu près 1000 pages, mais on ne fera pas ça ce soir. Et juste pour donner une idée très vite faite, c'est que dans cette chose-là, il y avait un homme très influent, un politicien très influent du Canada anglais, du Haut-Canada à l'époque, qui s'appelait George Brown. Il avait promis aux Canadiens français, parce qu'il y avait une chambre unique, hein, on était sous l'Union, mais il avait promis aux Canadiens français que la Confédération, s'ils votaient oui, ça serait une réconciliation, un pacte de paix, une nouvelle entente, un pacte entre les descendants des vaincus et les descendants des vainqueurs. Alors ça fait partie, on va dire, du vocabulaire, de la rhétorique qui avait été employée. C'était pas écrit, mais ça faisait partie des clauses virtuelles, on peut dire. Oui, ça fait partie, dans le fond, de la jurisprudence, si on veut, oui. de la petite jurisprudence, dans le sens que c'est sur cette base-là, si on veut, sur cette base positive, que la Confédération a été adoptée. Et puis, la Confédération a été adoptée par la majorité des Canadiens français qui ont voté en faveur, mais... Pas dans un référendum, mais je veux dire à la Chambre. À la Chambre. Oui. Ben, il y avait été question de référendum, mais ça n'a pas eu lieu. Mais les Canadiens français avaient voté pour. Mais quand on a fait, il y a un nommé Silver, Arthur Silver, qui a fait une étude des journaux à l'époque de la Confédération pour voir qu'est-ce que les Canadiens français en pensaient. À l'époque, les journaux, c'était comme l'Internet aujourd'hui. Il y en avait une multitude. Et puis, les gens s'exprimaient à travers les journaux. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio, on comprend. Alors, dans les journaux, les attentes de la population, c'était que avec la Confédération, les Canadiens français regagnaient un État à Québec. Autrement dit, ils revenaient au régime précédent de l'acte constitutionnel de 1791, où est-ce que le Bas-Canada avait sa propre chambre d'assemblée. Ils revenaient à ça. Alors, donc, les gens fondaient beaucoup d'espoir là-dessus, mais ces espoirs-là ont été déçus par la suite, notamment dès 1875, je crois, la formation unilatérale de la Cour suprême du Canada par le fédéral. Ensuite de ça, en 1880, la pendaison de Louis Riel, etc. Il y a eu beaucoup de frictions qui se sont produites tôt. Et puis, graduellement, ces idées-là ont pris de l'ampleur. Cette contestation-là du pacte de paix, qui c'était supposé d'être une égalité, que les Canadiens français avaient le pouvoir à Québec, qui étaient maîtres chez eux. Les gens, les politiciens se sont rendus compte que c'était pas vrai. Honoré Mercier est élu en 1898, si je ne me trompe pas. Il parle d'indépendance et tout ça. Alors, toutes ces idées-là mûrissent. Et puis, il y a des commissions d'enquête après la guerre, à partir des années qui suivent la guerre. Et puis, donc, là, ça monte en crescendo. Et puis, à un moment donné, les circonstances font que une conférence constitutionnelle est convoquée. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est supposé que ça va être la foi, la vraie foi, là, la foi où il va vraiment se passer de quoi. Et là, on parle de la conférence de 68. On parle de l'événement qu'on commémore aujourd'hui. Ce soir, oui. Février 1968. Alors, pour en arriver là, je veux juste mettre en évidence, si on veut, qu'il y a tout un cheminement derrière. Mais là, bon, je ne sais pas si je dois continuer ou laisser intervenir. Oui, je pense que le contexte a été bien mis. Là. En tout cas, moi j'apprends ce soir que la Cour suprême du Canada a été unilatéralement mise en place par le fédéral. C'est un geste majeur. Oui. Et puis, il devait y avoir une signature de Londres parce que le Canada est encore une colonie britannique, mais ça a été fondé unilatéralement. Alors que une chose qu'il faut comprendre dans la Confédération, c'est que le gouvernement fédéral est une créature
des provinces. Dans le sens que c'est, bon, il y a le Haut-Canada, le Bas-Canada, là, qui est la partie Québec, la partie Ontario, si tu veux, puis la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Alors, il y en a 4 au départ. C'est ça, oui. Ce sont ces 4 entités-là qui sont préexistantes, qui donnent naissance au gouvernement fédéral, qui donnent naissance au Canada par leur accord. Autrement dit, qui est-ce qui disait ça, donc? Parizeau avait dit ça à un moment donné, nous sommes entrés librement à l'époque, parce qu'à l'époque, quand on parlait du premier référendum en 1980, puis on ne l'avait pas encore adopté comme formule, Parizeau avait dit une phrase qui est agréable de répéter. Il avait dit « Nous sommes entrés dans le Canada volontairement et nous allons en sortir volontairement. » Alors, il n'est pas question par une décision du Parlement. Alors, il n'était pas question de référendum à ce moment-là. Donc, voilà. J'aurais une question. Est-ce que ce serait vrai d'affirmer, puis avec ce que j'ai vu aussi, tout ça, qu'à cette époque, oui, les provinces, vraiment, étaient des États un peu plus indépendantes et plus de pouvoir que ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le fédéral était beaucoup plus faible à cette époque. Ben, disons que dès le moment le gouvernement fédéral n'existe pas avant 1867. À sa création, naturellement, c'est pas clair encore comment ça va évoluer puis comment ça va se dessiner. Mais très vite, comme je l'expliquais tout à l'heure, le gouvernement fédéral prend des initiatives unilatérales et se donne des pouvoirs, comme des pouvoirs, dans le fond, qui auraient dû être faits ou que tout le monde s'attendait à ce que ce soit fait en consultation avec les provinces. Et puis, tout ça, ben, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est une série de reproches qui vont crescendo dans le sens que, à un moment donné aussi, on parle du pouvoir de dépenser du fédéral, dans le sens que la Constitution de 1867 attribue des compétences spécifiques, particulières aux provinces, mais le gouvernement, par l'existence d'une clause qui lui donne un pouvoir de dépenser, profite de ça finalement, a profité de ça historiquement pour s'ingérer dans les champs de compétences provinciaux. Alors donc, oui, effectivement, Daniel, on a un cheminement qui se fait vers une centralisation accrue du Canada à mesure que le temps passe et les provinces deviennent de plus en plus comme des grosses municipalités. Le Québec refuse, et la province qui refuse le plus cet état de fait, mais c'est certain que quand on pense aux provinces qui ont été formées plus tardivement, comme l'Alberta, la Colombie-Britannique, pour eux autres, c'est moins des enjeux existentiels. Premièrement, c'est les anglophones majoritairement. Et puis, en quelque part, ça fait très bien leur affaire que le gouvernement fédéral s'occupe de certains dossiers, puis eux s'en occupent pas. Et puis, tu sais, alors... Donc, c'est ça. Ils sont entrés dans la Confédération en connaissance de cause, tandis que les autres provinces, surtout le Québec, on ne s'attendait pas à une centralisation. Je reviens à la Cour suprême, ils n'ont pas perdu de temps. La Confédération, c'est en 67. En 75, ils mettent une Cour suprême sans consulter les provinces. J'ai un autre exemple qui m'arrive tout d'un coup. On parle de ça. On parle de l'Alberta, du Manitoba, puis bon, des provinces de l'Ouest. Mais ça n'a pas été, normalement, le processus aurait dû être un processus conjoint, dans le sens que les provinces qui avaient fondé le pays au départ, il me semble, auraient dû être consultées par rapport à ça, auraient dû être dans le dossier, tu sais, en quelque part. Mais non, c'était des décisions tout à fait délibérées du fédéral d'écarter les provinces dans ces questions-là. Carl, as-tu des commentaires sur... On s'en vient pour les commentaires, parce que moi, c'est ce qui s'en vient du texte agile qui m'intéresse aussi, c'est le concept de Canadien-Français qui va revoler avec René Lévesque et les... et ça... OK, avant d'arriver ça, c'est un gros morceau, puis il faut avancer si on veut se rendre là, à René Lévesque. Mais là, il faudrait parler de c'était quoi la position d'Angel Johnson? Là, on a compris qu'il y avait tout un crescendo constitutionnel. Et en 67, c'était l'été que le général de Gaulle est venu au Québec. Et
Alors, en 68, quand il se présente à Ottawa, et puis il fait la couverture, je ne sais pas si on peut montrer la photo, il fait la couverture du Time à l'époque, du New York Times. Alors, les projecteurs sont tournés vers la personne, vers Ottawa, vers la personne de Daniel Johnson. C'est quoi sa position, Gilles, constitutionnelle? Qu'est-ce qu'il présente comme au reste du Canada? OK, d'accord. Juste un petit mot avant, parce qu'on a parlé du contexte, on va dire, historique qui remonte jusqu'au début du Canada. Mais là, je voulais juste dire un petit mot sur le contexte particulier de l'époque. En 1968, effectivement, il y a la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme qui vient de sortir son premier rapport et qui fait beaucoup de bruit parce qu'elle révèle des discriminations puis des écarts d'égalité, si on veut, entre les Canadiens français et les autres habitants du Canada. Il y a les États généraux du Canada français qui viennent d'arriver. Il y a le général de Gaulle qui est là. Il y a aussi un essor économique de l'après-guerre dans lequel nous sommes toujours, avec l'Expo 67, la construction du barrage Manic 5. On a le métro de Montréal qui vient d'ouvrir, même que le général de Gaulle a fait un tour de métro dans l'inauguration. On a plein de choses comme ça qui se produisent. Et puis, dans l'ensemble, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de l'affirmation nationale, les Canadiens français, parce qu'à ce moment-là, tout le monde, on est Québécois parce qu'on habite au Québec, mais c'est pas une identité politique. On se comprend dans le sens que tous les Canadiens français, ben se disent Canadiens français dans le fond. En 1968, c'est encore le cas. Et puis, donc, le Canada français, si on veut, est à son sommet, est vraiment à son apogée à des cas, à tous les points de vue. À tous les points de vue. Alors, même les Canadiens français de l'Ouest avec les États généraux, les Acadiens, etc., il y a eu des réunions. Puis il y a vraiment une intensité puis une vitalité qui s'exprime là, chez notre peuple. Et puis, Daniel Johnson, ben, se trouve à être le chef de l'Union nationale. Il a écrit un livre en 1965 qui était un livre manifeste ou un livre programme qui s'appelle « Égalité ou indépendance ». Et puis, il prend le pouvoir en 1966 et puis en 1967, il y a déjà une conférence préparatoire à Toronto. Mais la vraie affaire, on va dire, c'est la conférence d'aujourd'hui comme il y a 56 ans. Donc, le 5 février 1968, on est là. Alors, qu'est-ce que dit? C'est quoi le message de Daniel Johnson? Il dit, on a une constitution coloniale qui a été signée à Londres. C'est vieilli, ça a plus que 100 ans. Mm-hmm. Il y a une réalité qui n'est pas reconnue dans cette constitution-là, c'est qu'il existe deux peuples au Canada. Il existe deux nations. Il faut que cette nation-là, que la nation canadienne-française soit reconnue d'un océan à l'autre, avec le Québec comme foyer national et comme point d'appui des Canadiens français et des Acadiens minoritaires à l'extérieur. Donc ça, c'est une des choses qu'il dit. Il dit que la Cour suprême, elle doit être refondée complètement pour que le processus de nomination des juges soit transparent. Puis il faut que la Cour suprême soit séparée en différents bancs, dans le sens que il doit y avoir une partie de la Cour suprême qui est constitutionnelle, qui ne juge que des choses constitutionnelles, d'autres qui ne jugent que des affaires civiles, et puis ainsi de suite. Alors, c'est juste du bonbon. Tout ce qu'il propose, c'est des affaires il dit, le Sénat, il faut rénover le Sénat. Il ne parle pas du Sénat proprement dit, mais on sait à travers les branches que quand il parle de l'existence d'un Canada à 10 que sont les provinces, il faut superposer un Canada à 2 qui va être un conseil ou un Sénat qui va représenter également les deux nations au sein du Canada. Autrement dit, c'est une refonte assez complète, assez approfondie de la Confédération. Daniel, tu avais un commentaire?
Oui, ben, là, je commence à comprendre bien des choses. Juste avec ce segment-là, c'est hyper important ce que vous venez de dire. Parce que 1968, c'est l'année que le Québec a aboli le Conseil législatif. Et lorsque j'ai refait une course à chefferie, PCQ, récemment, je suis seul qui a proposé de revenir avec une chambre haute au Québec, ce qui nous manque. Parce que dans la gestion de COVID qu'on a eue, si on avait une chambre haute, on aurait pu valider les décrets, par exemple. Il nous manquait quelque chose là-dessus. Mais l'idée de la Chambre haute, comme Daniel Johnson le propose, ce que je comprends, c'est que c'est une entité qui aurait été plus d'autonomie, qui aurait eu un pouvoir. C'est pas juste un Sénat de présence, présentiel, puis on confirme ce qui est voté. Et il voulait redonner il voulait faire une séparation de pouvoir, finalement, plus entre le judiciaire et l'exécutif parlementaire, à moins que je me trompe. Je pense que c'est très juste. Je pense que le problème au Canada, puis Johnson avait mis le doigt dessus, c'est que c'est un pays extrêmement centralisé. Même aux normes occidentales, c'est un pays qui est particulièrement centralisé. Il s'est avéré que le pouvoir du premier ministre a fini par être tous les pouvoirs qui ont été relâchés par la monarchie au fil des décennies, là, ont été concentrés entre les mains du premier ministre. Le conseil privé qui était à Londres avant, aujourd'hui, c'est le ministère du premier ministre. Et puis, il nomme les juges pas toujours directement. Il y a des petits écrans à travers, mais je veux dire, finalement, le gars, là, Justin Trudeau, qui est élu par 25 000 personnes dans un seul comté du Canada, là, c'est lui qui emmène le plus large ici. Je veux dire, il nomme les juges de la Cour suprême, il nomme les dirigeants de Radio-Canada, il nomme le chef d'état-major des Forces armées. Il nomme, de quoi on parlait? Il nomme les membres du Sénat. Les membres du CRTC. Les membres du CRTC. Et quoi encore? En fait, toutes nos institutions, y compris au Québec, et en passant, PCQ, c'est pour Parti conservateur du Québec et non pas communiste. Moi, je suis anticommuniste en passant, puis anti-nazi. Non, mais c'est ça. C'est même toutes nos institutions, même aux provinces, tout est nommé. Si il nécessaire, c'est tout des nominations. Alors, quand quelqu'un s'insurge au scandale, il est nommé, mais c'est nos systèmes. Si on veut faire de quoi, c'est une refonte complète de nos façons de faire. Nos juges sont nommés, on ne se le cachera pas, un avocat, peu importe l'influence. Puis oui, ils sont recommandés, mais tu sais, je connais, ça fait assez longtemps que je fais de la politique pour savoir que tant fédéral que provincial, on veut le chemin. Alors, c'est un peu incestueux, tu sais, c'est incestueux, c'est d'une concentration indécente, dans le sens que on ne se rend pas compte jusqu'à quel point la démocratie au Canada, c'est un mot qui n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de partage des pouvoirs, il n'y a vraiment pas de contre-pouvoir. Et même si c'était par le biais de la question nationale des Canadiens français et des Canadiens anglais, il reste que les éléments qui étaient apportés par Daniel Johnson avaient aussi un intérêt pour la population anglo-canadienne, parce qu'eux-mêmes pouvaient y trouver leurs bénéfices dans le fonctionnement d'un pays qui était plus équitable, plus équilibré, où les pouvoirs étaient plus partagés. Mais comme Luc l'a mentionné au début de l'émission, Daniel Johnson n'a pas eu le temps d'aller bien loin. Malheureusement, il est décédé trop tôt. Et puis, coup du sort, je veux dire, quand ça a commencé avec Daniel Johnson, oui, le premier ministre, c'était Lester B. Pearson, mais déjà à la conférence du 5 février 1968, Pierre Elliott Trudeau venait d'être élu quelques mois plus tôt, et puis il était déjà ministre de la Justice. Et puis, il emmenait large parce que Pearson avait annoncé qu'il se retirait. Et puis, Pearson lui a laissé mener pas mal la place, si tu veux, du premier ministre à la conférence constitutionnelle. Et ce que Trudeau apporte, c'est que, tu vois, Johnson, il veut discuter, lui, de la Constitution au complet, dans le sens qu'il faut rénover cette Constitution-là, il faut s'asseoir. Puis il faut vraiment regarder tous les aspects, puis il ne faut pas hésiter à écrire une constitution neuve. Bon, c'est très justifié ce qu'il dit là. Trudeau arrive, il dit, il impose le matin ou au moment ou peu avant, peut-être la veille ou le matin, mais très peu de temps avant, l'ordre du jour était déjà naturellement établi, mais Trudeau est parvenu à faire modifier l'ordre du jour pour mettre la discussion d'une charte des droits et libertés avant.
la discussion du contenu de la Constitution. Quand ça, déjà en 68? Oui, déjà en 68. Parce que Trudeau, il a une idée fixe, hein? Il a une idée fixe dans la tête, c'est les droits individuels. Dans le sens qu'il n'y a aucun droit qui dépasse la valeur du droit individuel. Alors, ça surpasse tout droit collectif, comme les droits nationaux ou les droits peu importe les droits collectifs. On y reviendra peut-être un peu plus tard en cours d'émission. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va nous rester du temps, mais... Oui, mais là, c'est ça, à propos du temps, là, on vient de passer le cap des 9 heures. Je veux juste mentionner à ceux qui viennent de joindre à nous, qui s'attendaient de voir Max Bradette. Ce soir, ben, François Saint-Louis, il fait l'école buissonnière. Et Max Bradette, ben, il nous a permis là, de faire cette émission spéciale. Donc, Max Bradette va être là à 9h30 tout de suite après nous. Là, ceux qui se joignent pour voir Max Bradette, il n'y a pas de souci. Vous avez juste un petit 30 minutes à attendre. Alors, Gilles, oui, c'est ça. Ouais, fait que le contexte, on voit que Trudeau avait déjà ses marottes individualiste en 68. Je veux dire, il était je pense que c'est lui qui a inventé le wokisme puis le mondialisme. Je ne sais pas trop ce qui pêchait ça, mais il était à l'avant-garde de ce qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement. Vas-y, Gélon. Est-ce qu'on a terminé il doit y avoir peut-être des petites choses encore à dire sur sa position, sur la conférence en tant que telle, parce qu'après ça, on va passer à la réaction. Carl va entendre la réaction de René Lévesque. C'est parce que c'est par rapport, Gilles a fait paraître un texte dans Vigile qu'on avait comme devoir de lire tous pour l'émission. Puis moi, ce que je veux faire ressortir avec M. Brisson, entre autres, qui est au parti de M. Maxime Bernier. Oui. Puis je suis très content que des gens de d'autres partis acceptent de venir débattre. C'est signe d'ouverture qu'on ne voit pas dans d'autres partis. Donc, je tiens à vous féliciter de ça. C'est avec des débats d'idées de gens différents qu'on peut réussir à avancer. Moi, ce que je veux entendre de Gilles, puis moi, on m'en parle souvent, c'est l'attitude de René Lévesque et ce que les nationalistes du Parti québécois, entre autres, devraient comprendre quand on se dit Canadien-Français. Parce que ça insulte du monde. Moi, le premier début, j'avais beaucoup de problèmes avec ça. J'étais un peu... moi, j'ai été élevé dans le Parti québécois, j'ai été élevé dans le référendum, donc il a fallu que je fasse une prise de conscience sur tout le déclin qu'on a vécu justement avec l'apparition du Parti québécois et leur idée de référendum qui nous a menés complètement dans un cul-de-sac. Moi, ce que je veux entendre de Gilles aujourd'hui, puis que je veux que entre autres, ceux qui se sont dit défaits en 95, pourtant, on avait gagné. Et c'est Gilles qui le fait apparaître dans le texte que Vigile a publié. C'est que Daniel Johnson se fait poser une question par Jean Lesage. Tu pourrais-tu me redire la date, Gilles, s'il vous plaît? C'est où Jean Lesage lui dit qu'il n'y a pas la majorité démocratique. Ah. Et que Daniel Johnson lui répond, il dit, moi, j'ai la majorité des Canadiens français, ça me suffit. Et ce que tu dis dans ton texte, quand Jacques Parizeau lance la serviette le soir du référendum, ce gars-là aurait dû se lever et dire, écoutez, il y a 65% des Canadiens français qui veulent sortir du Canada, qui remettent en question le système canadien que nous a imposé Pierre Elliott Trudeau puis sa gang. Et ça... il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi au Canada anglais et ça, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Maxime Bernier a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais un respect de la vision des Canadiens français qui enlève rien au Canada anglais, puis que les péquistes acceptent que ce concept-là de Canadien français est porteur d'avenir. Si on se remet vraiment dans cette idée-là, plutôt que parce que là, je voyais dans les commentaires plusieurs
sur le drapeau que je mets en arrière de moi du Sacré-Cœur. Puis ça fait parler du monde. Pourquoi tu mets pas le drapeau du Québec? Parce que j'ai une prise de conscience de ça. J'ai une prise de conscience que Daniel Johnson, par sa logique du petit pas, de sortir le Canada brique par brique du Québec, plutôt que d'avoir un grand référendum, plutôt que... Puis Paul Saint-Pierre Plamondon l'a un petit peu ça aussi, d'être celui qui va libérer le Québec au soir d'un référendum. Ça fait partie du trip péquiste qui, à mon avis, nous mène droit dans le mur. Daniel Johnson, il a fait venir le général de Gaulle, il préparait l'État québécois, il invitait les autres provinces à arrêter de s'appeler province et plutôt se nommer comme État. Et aujourd'hui, on voit ressurgir le terme province chez les jeunes, chez plusieurs personnes où le mot province, moi, me donne de l'urticaire. Donc, qui a bâti cet État québécois-là? Qui est arrivé le plus près à ce qu'on l'est, notre État français d'Amérique? C'est Daniel Johnson. C'est ce que je découvre. Puis, dernière chose que j'ai à dire, on a peut-être chez les péquistes, on a eu une grave une erreur, à mon avis, de lecture de notre histoire. On peut pas y reprocher. C'est Félix Leclerc qui lui a donné ce titre-là. Félix Leclerc, à sa mort, a dit « Il fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple ». Et avec le recul d'aujourd'hui, c'est sûr que des poètes, ils ont une partie de naïveté. Et je vois qu'avec le recul de ce qu'on a aujourd'hui, on peut remettre en question ce que Félix, le grand Félix Leclerc, qui respecte beaucoup, a pu dire à ce monsieur-là, de ce monsieur-là. Je ne sais pas si Carl est en train de nous dire que René Lévesque était... Je ne sais pas si Carl est en train de nous dire que René Lévesque était un poète. Gilles, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que René Lévesque... Oui, j'ai compris, mais je veux dire, René Lévesque avait peut-être la naïveté d'un poète. Je ne sais pas, Gilles, qu'est-ce que tu en penses? S'il y a eu une libération, on ne l'a pas senti passer. Oh non, on n'a pas, ils ne nous ont pas libérés trop tôt. La chose, c'est pas René Lévesque qui est le poète, mais il ne faut pas accabler Félix Leclerc. C'est lui qui est le poète. Et puis, bon, des fois, les poètes se trompent dans leur vers ou dans leur voulant être créatif. Mais on va dire que cette fois-là, il a manqué son coup, mais on n'y en voudra pas pour ça. Gilles, que je voulais vous dire, la logique référendaire, ce que je comprends aussi, c'est que la logique référendaire nous a mis devant un drame que le Canadien français n'est pas habitué. Puis si on regarde l'attitude de l'Ukraine face à la grande puissance de la Russie, il faut, si on veut se libérer des anglo-saxons qui nous entourent, il faut être plus fin que ça. Il faut être plus stratégique que ça, que dire qu'on va faire une loi 101, puis on va interdire l'anglais, puis qu'après l'arrivée d'un référendum, tout va se régler au Québec, la question culturelle et autres, c'est de prendre la population pour une valise. Ouais. Alors, Gilles, c'était quoi la réaction en 68 de René Lévesque? La réaction de René Lévesque en 68, en fait, il torpille pour dire un mot fort, là, il descend, il accuse Johnson d'avoir desservi les intérêts du Québec, que c'est une fraude, que c'est semer la confusion. Québec ne peut s'attendre qu'à des vieilles et stériles exploitations partisane de conflits mal posés et faussés à dessein. C'est plein d'invectives, c'est plein de déclarations, on va dire, qui n'argumentent pas sur le fond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des accusations superficielles pour essayer de descendre et de frapper son adversaire de manière un peu déloyale, je dirais, quasiment, parce qu'il n'argumente pas sur le fond. Alors, donc, là, je me suis questionné parce que c'est moi qui est allé chercher parce que je faisais de la recherche justement sur le 5 février 1968, puis j'ai dit,
Il doit bien avoir une réaction de René Lévesque parce que lui, il vient de publier Option Québec en janvier 68. Le Parti québécois va être formé en octobre ou novembre 68. Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Il va-tu dire quelque chose, René Lévesque? Puis je me doutais bien que ça serait intéressant. Alors, je suis allé fouiller dans les journaux dans les jours qui ont suivi le 5 février 1968, puis j'ai trouvé ça. On a réimprimé, on l'a mis ça va être sur notre site de la Fédération des Canadiens français. C'est quelle date? C'est quelle date dans le devoir du 12 février. 12 février. Ouais, c'est dans le devoir du 12 février, alors il ne perd pas de temps. Et puis, il tombe sur lui à bras raccourcis, comme on dit. Il descend comme du poisson pourri. Et puis, donc, derrière ça, il y a quand même un motif. C'est que, qu'est-ce qui arrive? C'est bon, probablement que René Lévesque est une personne très partisane, là, puis qui souffre pas facilement de la concurrence, je ne sais pas. Mais disons, ça, on va laisser ça de côté, mais je vais plutôt m'intéresser au motif politique en tant que tel. Je pense que qu'est-ce que René Lévesque, qui a des intentions de former son mouvement, à ce moment-là, s'appelle Mouvement Souveraineté Association. Donc, c'est de séparer le Québec, autrement dit, de faire du Québec un pays et de réassocier ensuite le Québec au Canada dans une association économique. Alors, entre vous et moi, la boîte à bois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça qui est son grand projet, le projet du siècle. Et puis, c'est avec ça qu'ils vont former le Parti québécois. Le problème, c'est que pour René Lévesque, il a déjà pris sa décision dans le sens que René Lévesque, c'est un compagnon d'armes je ne sais pas jusqu'à quel point il était proche, mais c'est des gens qui viennent de la même école. René Lévesque a été un collaborateur à Cité Libre, la revue qui a été fondée par Pierre-Éliott Trudeau. Alors, c'est les idées du libéralisme et tout ça. René Lévesque, en réalité, qu'est-ce qu'il veut? C'est séparer les Canadiens français. C'est ça qui est l'objectif, parce qu'il veut faire un Québec indépendant. C'est complètement différent de Johnson, qui, lui, veut faire du Québec, faire reconnaître le Québec comme foyer principal et appui des Canadiens français et des Acadiens du pays. Alors, René Lévesque, sa grande cause, dans le fond, c'est de séparer les Canadiens français, et c'est un peu la cause du RIN aussi, parce qu'on sait qu'aux États généraux du Canada français, qui s'était tenu en 67 et de nouveau en 69, il y a eu différentes assises, les Canadiens français de l'extérieur ont été indisposés quand on leur a mis devant l'obligation de voter sur le droit à l'autodétermination du Québec. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'un Franco-Colombien a à dire sur l'autodétermination du Québec? Alors, c'était réellement les piéger, les mettre dans une situation difficile, parce qu'eux autres ils sont fédéralistes. Je veux dire, ils sont fédéralistes, oui, mais je veux dire, des bons fédéralistes, dans le sens, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils veulent-tu séparer les francophones de l'Alberta, du Canada? Alors, ils sont vulnérables, hein? C'est des minorités très vulnérables et qui sont, si tu veux, à la merci de leur province. Mais bon, les États généraux, on est dans l'esprit, là. On commence à rentrer dans l'esprit de la québécitude, c'est-à-dire la haine du Canadien français avant l'amour de son propre peuple. C'est-à-dire que là, si on n'aime pas les Canadiens français de l'Ouest et de l'extérieur du Québec, on les aime encore moins au Québec parce qu'un Canadien français, c'est quelqu'un qui ne veut pas se dire québécois, donc il ne veut pas être parti québécois. Il ne veut pas être Parti québécois. Et j'ai écouté des discours d'ouverture au congrès de fondation du Parti québécois en 68. Et puis René Lévesque dit cependant, quand même, il dit, à ce moment-là, il dit, on va changer le nom du Parti québécois quand l'indépendance sera faite ou quand la souveraineté sera faite, parce que là, nous serons devenus tous des Québécois. Mais en réalité, il fait cette nuance-là à ce moment-là, mais ça ne tient pas la route, tu sais, parce que ce qui se passe, c'est que à un moment donné, tu as un vent de changement. Tout ce qui est canadien-français, c'est pas bon. Puis, si tu veux être dans le vent, il faut que tu te dises québécois. Alors, comme là, la population est très, très largement sous les 30 ans, si tu veux, il y a une jeunesse nombreuse, très dynamique et peu expérimentée, puis qui est prête à tenter l'aventure quand on lui en offre une. Alors, c'est là que le changement de Canadien-Français à Québécois se fait.
Mais là, il y a des élites, où il y a des aînés, où il y a des gens qui étaient renseignés et qui devaient, si tu veux, enligner les choses, mais ils l'ont pas fait. Alors, c'est là que ça dérape. Ça dérape, mais royalement. Dans le sens que là, le Québec va faire bande à part, mais sans les Canadiens français, avec des Québécois, puis avec, là, ce qui va arriver, la prochaine étape, ça va être le référendum. C'est-à-dire que là, on a mis les Canadiens français dehors, mais là, pour gagner le référendum, il faut s'allier avec les Anglais, parce qu'on n'a pas le choix. Alors là, ça va être de courtiser les anglophones, de courtiser les immigrants, de courtiser tous ceux qui sont pas de notre avis, dans le fond, ou qui sont pas nous, là, de les courtiser pour qu'ils deviennent nous. Mais dans ce processus-là, c'est nous qui sommes les perdants, parce que c'est nous qui avons renoncé à notre identité pour adopter une identité neutre qui va se faire bonne, ouverte et absorber finalement toutes les différences de partout. Et le moment sublime de cette négation de nous-mêmes, vous l'avez dans la loi 99, où on renonce à notre propre existence pour donner naissance à d'autres communautés, comme par exemple la loi 99 dans son préambule parle des anglophones comme d'une communauté aux droits consacrés. Et ainsi de suite. Et puis, il y a 14 nations, Premières Nations qui sont nommées, qui sont identifiées. Alors, des nations de moins de 1000 personnes. Il y a les immigrants qui nous ont apporté une contribution culturelle, etc., qui ont enrichi notre vie, qui enrichissent le Québec. Et nous, qui sommes-nous là-dedans? Nous sommes des Québécois francophones. Alors, moi, je trouve ça humiliant. Pour un peuple qui a 400 ans d'histoire, se faire épingler de Québécois francophones, je veux dire, c'est un petit peu humiliant. C'est pas à la hauteur de la valeur qu'on devrait donner à notre existence nationale. Je veux dire, dans le passé, on parlait d'une épopée nationale. C'est des Canadiens français qui ont créé l'hymne national au Canada. Je veux dire, on a accompli de grandes œuvres. Et puis, c'est pas à nous à rejeter le nom canadien. Le nom canadien, c'est notre nom d'origine. C'est notre véritable nom. Alors, on ne peut pas rejeter notre nom. On ne peut pas rejeter notre nom, c'est rejeter notre identité. La question du nom, on pourra faire une autre émission. Daniel, tu avais un commentaire. Écoutez, je vous invite tous, quand vous avez la chance d'aller au Musée de la civilisation d'Ottawa, parce que moi je suis fier Canadien-Français. Puis, ce que vous avez expliqué, M. Verrier, de se faire traiter quasiment de traître, de dire ça. T'es pas Québécois, non, Canadien-Français, mes origines, c'est ça. Et j'ai revoyagé dans l'Ouest, j'ai fait un tour jusqu'à Calgary, dans l'Ouest des montagnes, mais dans l'Alberta, il y a beaucoup de Québécois qui ont leurs traces, non seulement présentement, mais historiquement aussi. Ça a donné par hasard qu'on ne savait pas, un arrière-grand-père de ma conjointe, son fort, le fort était son nom. Puis, il y a eu un lien avec ce qui s'est passé avec les Métis et tout ça. Le Canada, on l'a associé au fédéralisme. Mais alors que ce sont les Canadiens français qui ont bâti le Canada. Sans Canadiens français, il n'y a pas de Canada, c'est pas compliqué. On a ouvert les États-Unis, tout le bassin mississippien, Missouri et tout. J'ai des noms, même jusqu'en Floride, de francophones ici. C'est incroyable. Alors, d'avoir eu honte de ça et d'avoir rejeté ça, c'était une erreur historique. Mais au Musée canadien de Gatineau, Gatineau, Musée canadien des civilisations, vous avez une grosse section sur l'histoire et j'ai trouvé ça fascinant l'été passé quand j'ai visité. Quelque chose m'a frappé. Une grosse section sur le Québec et les Canadiens français, très peu sur les autres provinces. Alors, je me suis dit, si quelqu'un vient d'une autre province, je vais trouver ça, non, il parle rien que d'eux autres. Alors, on a de quoi être fiers, mais il faut l'affirmer sans avoir peur de le perdre. Puis, je me présente sur une scène fédérale, mais en passant, le PPC est le seul parti, justement. Un, c'est la liberté, mais deux, on prône une décentralisation extrême pour décentraliser Ottawa puis revenir aux provinces. Daniel, faudra que tu viennes nous en parler. Oui, c'est ça. Puis il y a des Canadiens français jusqu'en Afrique du Sud, parce qu'il y en a qui ont été déportés là-bas. Parce que là, il y a eu un match de combat à Toronto où est-ce que les gens ont scandé « Fuck Trudeau ». Et le combat, c'était un Américain contre un type d'Afrique du Sud. Puis il me semble son nom, c'est Duplessis.
Alors, qu'est-ce qu'un Duplessis fait en Afrique du Sud? Bien, probablement que c'est un fils de déporté qui vient d'être champion du monde dans ce genre de combat-là extrêmement violent. J'ai de la famille même aux États-Unis. Il y a eu une diaspora. Mais il y en a qui étaient vus comme des traîtres ou des exilés. On les appelait des exilés puis les pas fins parce qu'ils quittaient le territoire. Tu sais. Gilles, il nous reste 7 minutes. Les réactions, les conséquences. Finalement, une chose que je voudrais, oui, je voudrais parler d'une chose. Je voudrais pas que l'émission se termine sans que j'aborde cette question-là. C'est sûr que ça ne pourra pas être vidé, mais il faut, j'explique à quelque part dans le texte là, qui n'est pas rendu public encore, que en 1968, les Premières Nations et les Canadiens français, on était sur un pied d'égalité, on était côte à côte au même point dans le Canada, sans reconnaissance nationale, ni les uns ni les autres. Parce que les Canadiens français, on n'a jamais eu de reconnaissance nationale, ni à Québec, ni à Ottawa, ni dans aucune province, naturellement. Les Autochtones vivaient la même situation, il n'y avait pas de reconnaissance nationale. Ils étaient un peu considérés comme des mineurs, des tribus indiennes, etc. Alors, moi, je dis, les deux, on était tous les deux sur un pied d'égalité face au changement de constitution, face au renouvellement de constitution qui s'en venait. En 1969, dans une conférence à Vancouver, je peux vous donner la source, Pierre Elliott Trudeau, dans un discours, affirme: les Indiens se plaignent de ci, se plaignent de ça. Ils disent qu'on a volé leur terre et qu'on leur a presque rien donné en retour. En échange de quoi? Ils veulent avoir des considérations, ils veulent avoir des droits particuliers, ils veulent avoir des réparations. La réponse est non. Il n'y en aura pas. Alors, vous voyez là son radicalisme dans le sens de l'individualisme, qu'il n'y a que des individus, il n'existe aucune communauté. Les Canadiens français sont au même point. Ils ne sont pas reconnus, eux non plus. Toute comparaison a ses limites, mais ce que je veux quand même faire valoir ou illustrer ici par mon exemple, c'est qu'à partir de 1969, les populations indigènes du Canada se sont prises en main. Il faut quand même mentionner qu'ils ont eu aussi de l'influence extérieure de certaines universités américaines, puis de certaines puissances occidentales qui ont promu, si on veut, l'émancipation, on va dire, des Amériques, des Premières Nations, c'est allé jusqu'à l'ONU, etc. Alors, pour eux, Trudeau a été obligé de mettre de l'eau dans son vin, de changer son fusil d'épaule, puis de leur accorder les droits. Ça s'est fait en 1982. Les Canadiens français avaient aussi leur game à jouer. Mais c'était la même game, mais il fallait qu'ils s'affirment comme Canadiens français. Il fallait qu'ils se réclament comme Canadiens français d'avoir subi des injustices, d'avoir été les fondateurs du pays, d'avoir des droits ici, puis de faire reconnaître nos droits ici. Mais qu'est-ce que l'évêque a fait? C'est de séparer les Canadiens français entre, là, nous autres, on est la majorité, on va se séparer, puis eux autres, c'est des bourriens, c'est des fédéralistes, c'est des minorités, ils sont morts. Sinon, ils vont mourir. Ils sont en voie de disparition. Pensons pas à ça. C'était ça l'idée qui était donnée des populations acadiennes et canadiennes françaises en dehors du Québec. Alors, avec des préjugés pareils et avec des attitudes aussi négatives envers son propre peuple, pendant que les Premières Nations ont fait du chemin et si on veut, améliorer considérablement leur sort depuis, les Canadiens français ont dépéri. Alors, je voulais mentionner cette chose-là qui demande une certaine réflexion parce que c'est pas une comparaison qui est amenée généralement, j'ai jamais entendu en tant que tel, mais je trouve que ça a du bon sens de faire une certaine comparaison, tu sais. Je veux dire, les Autochtones ont défendu leur fierté, on fait une renaissance nationale même, dans le sens que des choses qui leur appartenaient d'un passé plus ancien, même des fois c'est un peu douteux, mais c'est de bonne guerre. Je veux dire, ils se valorisent, puis ils donnent de l'importance à leur propre existence, et puis ils sont reconnus comme nation au Québec. Dans certains cas, les Abénaquis, les Atikamekw, les Micmacs sont 500, 1000, 1500, et sont des nations. Ben bravo!
Mais je veux dire, qu'est-ce qui arrive des Canadiens français? On a l'air de quoi là-dedans? Je pense qu'on fera sûrement une autre émission pour parler des conséquences du décès de Daniel Johnson, surtout qu'est-ce que Jean-Jacques Bertrand a fait. C'est un bon sujet. Et c'était quoi les conséquences de l'abandon de la stratégie de Daniel Johnson? Fait que là, je vais donner la parole à nos deux co-animateurs pour conclure sur leur impression, parce que, comme je vous dis, on va sûrement revenir pour faire la suite de l'émission sur qu'est-ce qui s'est passé après le décès. Maintenant, je veux rappeler aux gens, on va peut-être faire un petit montage de l'émission puis représenter ça là, soit cette semaine ou la semaine prochaine, là, peut-être un jeudi soir, on va représenter l'émission montée avec des visuels additionnels. Daniel, tes commentaires sur l'émission de ce soir. Ben, c'est excellent. Puis je vois les commentaires de mes abonnés aussi qui ont embarqué. C'était partagé sur les chaînes de FNL. Et puis, ils découvrent aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on a passé vite sur notre histoire. Puis, je suis content que M. Verrier ramène le sens du Canadien français parce qu'on le voit aussi, je l'ai vécu, puis on l'a vu même dans le processus électoral. Maxime Manitoba s'est présenté. Il a rencontré une communauté canadienne-française. Et ils se sentent oubliés. Ils se sont sentis oubliés historiquement. Maxime t'a rencontré, il dit non, vous êtes important pour cette partie. Et le problème qu'il y a actuellement, c'est que là, ce sont des décomptes électoraux. Ah, eux autres, c'est mettons 2%, 4%, quoi que ce soit. Mais le parallèle avec les Premières Nations est hyper important. J'ai de l'ascendance à Benaki, puis peut-être un autre aussi, on ne sait pas trop. Mais la fierté qu'ils ont retrouvée entre eux, et ce n'était pas ni non plus juste une frontière. Donc, il y a moyen de faire de quoi. Et se libérer du mode anglo-saxon, mais il faudrait voir plutôt apprendre différemment. La République tchèque en est un exemple, par exemple. La Slovaquie aussi. Bref, il y a plusieurs modèles qui existent, mais ce débat-là, je pense qu'on l'a mis sous le couvert, sous le tapis un peu trop longtemps. Puis je suis bien content de le revoir remonter. Il faut en parler, il faut en discuter. Ben, à moins qu'on veuille disparaître et s'oublier totalement, puis dans 20 ans, on n'en parle plus. Fait que, Carl, Pierre Bourassa est en feu, puis je suis d'accord avec lui. Une autre aberration historique, l'aéroport Daniel Johnson au lieu de Pierre-Éliott Trudeau. S'il y en a un qui a donné une ampleur internationale au Québec, c'est Daniel Johnson. Puis, moi, quand je pense à Daniel Johnson aussi, avec toutes les discussions que j'ai avec Gilles régulièrement, puis Jean-Claude Pomerleau, entre autres, égalité ou indépendance. C'est-à-dire que Daniel Johnson était en train de prouver l'inégalité du Canada et naturellement, les Québécois voyaient ça aller et la place du Québec prenait forme sans drame référendiste. Et c'est là que René Lévesque et les libéraux arrivent et nous disent, écoutez, la question nationale, là, faites-vous-en pas, on changera absolument rien, on va vous concocter un principe souveraineté association où on ne sait même pas si nos voisins vont accepter ça. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est sûr qu'avec René Lévesque, on était certain que ça ne change pas. Et ils nous ont mis dans une logique référendaire qui nous a menés à aujourd'hui à un défi existentiel où il va falloir et où on a réussi à transformer le nationalisme en forme de socialiste naïf qui le national-socialisme. Ouais, l'État-providence, puis qu'on allait voir l'argent pousser dans les arbres un jour. Donc, Carl, tu as réussi à faire rire Gilles Verrier. C'est bon. Mais bref, c'est ça. Daniel Johnson découvre qu'il y avait la bonne stratégie, il ne nous mettait pas dans le drame, puis il sortait tranquillement. Et il serait apparu un État québécois. Et donc, ça aurait peut-être pas été le pays rêvé du référendum du grand jour, mais ça nous aurait assuré des outils. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on va les avoir là, dans ce magma-là. Alors, j'en profite, on achève de remercier les co-animateurs. Carl, les gens peuvent te suivre sur Brochu TV. Daniel, c'est sur je sais pas quoi, j'ai de la misère à retenir le nom de ta chaîne. C'est facile, Brochu TV, mais... FNL, Freedom News, Libre. Et oui, c'est bilingue, c'est une chaîne bilingue. Bon, parce c'est une que chaîne je communique bilingue. avec des gens de partout. Je fais une entrevue Ceux qui veulent pratiquer leur anglais, allez voir Daniel.
Gilles, je te laisse les quelques secondes qui restent parce qu'à un moment donné, le tic-tac va commencer. Jean-Marc va nous couper, là. Gilles, tu es d'accord pour qu'on fasse une suite à l'émission bientôt pour continuer un peu à élaborer ce sujet-là? Bien sûr, c'est juste un entremets. C'est un sujet qui est très vaste, hein? Alors, naturellement, il y a vraiment de la matière. Je vais peut-être m'essayer de répondre à la question souveraineté-association. Souveraineté, on veut la souveraineté et l'association. L'association avec le Canada, on veut tellement s'associer, on veut s'associer juste assez pour ne pas faire le procès d'Ottawa, pour ne pas faire le procès du Canada. Puis la souveraineté, ben, on la veut juste assez pour séparer les Canadiens français en deux. C'est très bien dit. Parce que moi non plus, là, il y en a qui se fâchaient. Société Saint-Jean-Baptiste ne semble pas apprécier notre analyse, mais c'est toute la pensée, c'est toute cette stratégie-là qu'il faut repenser si on veut se remettre sur nos pieds. Alors, ben oui, c'est sûr, je veux dire, dans ce qu'on dit, il y a de la dynamite, dans le sens, c'est la renaissance d'un peuple. Ouais. Bon, ben, on va souhaiter que ça se produise, mais la première étape, c'est d'en parler, de se réveiller du rêve. Puis, moi puis Gilles, on est dans les plus âgés que les deux jeunes co-animateurs. Moi, j'ai connu cette période-là et j'ai cru. On était jeunes, on était naïfs, on a cru à René Lévesque, on a cru à tout ça, on a embarqué à pieds joints dans ça. Aujourd'hui, en tout cas, moi, personnellement, je me rends compte le cul-de-sac que ça l'a mené. Alors, on va revenir dans les prochaines semaines sur l'analyse des conséquences. Et le réveil est difficile, mais en même temps, le réveil fait chaud au cœur. Parce que ça fait chaud au cœur d'être capable de renouer avec ses ancêtres, de renouer positivement avec nos ancêtres au lieu de tout le négativisme par rapport à notre histoire. Les ancêtres, c'est pas juste dans les livres d'histoire. Les ancêtres, c'est nos arrière-grands-parents qui ont été là avant nous. Puis c'est aussi pour eux qu'on décide de se réveiller. Voilà. Mais fait que là, je sais pas si mon horloge est en avance, mais c'est... En tout cas, on remercie encore Max Bradette qui va prendre les ondes. Je ne sais pas si Jean-Marc s'est endormi ou qu'est-ce qui se passe, mais là, il faudrait terminer l'émission. Oui, le cadran est parti. Le tic-tac. Bon, alors, merci tout le monde d'avoir participé, puis merci aux auditeurs d'avoir été là nombreux ce soir. Merci. Merci. Salut tout le monde.